Merci beaucoup Laurent de l'introduction. Donc j'espère que vous m'entendez tous bien. Je pense que ça doit être bon. Donc effectivement, là je vais vous présenter un travail d'analyse de la littérature en fait, hein. Mon intervention durant le colloque se fera en deux temps, aujourd'hui et puis demain. Alors demain, on parlera plus des analyses vidéo et de l'analyse de la tâche que j'ai fait effectivement au Petits As, édition 2019 avec les vidéos qui avaient été acquises par les collègues de la Fédé, notamment Annie Riquet. Et là, l'intérêt, c'est un petit peu vous présenter voilà, quelles sont les qualités physiques et physiologiques qui sembleraient être discriminantes pour le tennis de haut niveau et pour le jeune joueur. Alors, c'est ouvert à débat, hein, justement, c'est pour ça qu'on pourra discuter après. Là, je fais un petit peu le point sur la littérature, des articles scientifiques, parce que je suis enseignant-chercheur à la faculté des sciences du sport, donc c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est un petit peu la science au service de la performance et du terrain, et de voir un petit peu ce qui a été publié sur le sujet, quelles seraient les qualités physiques et physiologiques pour être performant au tennis, mais je me suis consacré uniquement à la catégorie d'âge qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire le jeune et l'ado. Et je n'ai pas mis de côté, mais on pourra en discuter, tous les travaux qui ont été issus de la recherche chez l'adulte, j'ai mis un petit peu de côté, bien qu'on on doit les garder en tête de toute façon. Alors, euh, juste pour vous expliquer un petit On peu fait dans combien quel de temps? contexte Mais t'es en pleine conférence? Oui, mais j'essaye de l'arrêter, mais j'arrive pas. je pense que là, vous m'entendez ou pas? Ouais, je pense que oui. Du coup, là concrètement, si vous voulez, on était dans une logique. En fait, la démarche d'intervention dans laquelle on était, elle est un petit peu schématisée sous ce graphique-là que j'ai repris à un collègue de Bordeaux et qui est assez connu. Et finalement, lorsqu'on est dans une démarche d'intervention et d'entraînement, on doit avoir un regard sur l'orientation, le contrôle et le suivi. On doit s'assurer, avant de mettre en place nos méthodes d'entraînement, hein, technico-tactiques et en préparation physique, on doit avoir au moins eu deux étapes, à mon avis, plus qu'importantes pour être sûr qu'on soit à peu près dans le bon sens. C'est d'avoir évalué les capacités du joueur de tennis, hein, donc de notre jeune, c'est-à-dire qu'on a fait un choix, on a élaboré, on a mis en place des mesures qui nous semblent être les plus congruentes et qui vont nous permettre d'interpréter est-ce que voilà, cet athlète-là, c'est un point fort, un point faible, c'est des qualités à développer, pas à développer. Et c'est vraiment une étape vraiment préalable à toute proposition d'entraînement. Mais avant même de proposer une évaluation de ce joueur, je crois qu'il est de toute façon très important de faire ce qu'on appelle l'analyse des exigences de la tâche, et notamment du tennis. Alors, c'est un petit peu le cadre du colloque dans lequel on est, hein, c'est-à-dire qu'avec Aurélien Pichon et les collègues de la faculté des sciences du sport, nous, notre apport dans ce colloque, c'est cette partie-là. C'est-à-dire, voilà, on va étudier la littérature, on va essayer de comprendre ce qui se passe sur le terrain. Donc nous, notre travail, c'est de vraiment étudier tous les papiers scientifiques qui sont sortis et en discuter avec vous et faire un petit peu le point sur quelles sont les qualités qui sembleraient être importantes pour le joueur, le jeune en tout cas, et surtout, demain, observation et prise de mesure en situation réelle de compétition, parce qu'on parlera des petits as demain. Alors, l'avis des entraîneurs experts, on ne l'a pas fait, parce que finalement, on s'est dit que c'était peut-être aussi l'occasion aujourd'hui de discuter avec certains d'entre vous et de pouvoir échanger sur ce qui est proposé et ce qui est présenté. Voilà, donc nous, on est resté sur les deux étapes qui étaient plutôt étude de la littérature et analyse de la tâche du jeune joueur à Tarbes. Donc, ce que je vais vous présenter un petit peu, je vais essayer de garder une certaine logique par rapport au tennis. Je vais essayer de vous présenter les travaux qui se sont intéressés à voilà, étudier un petit peu quelles seraient les qualités physiques requises au cours d'un service ou au cours d'une frappe. Alors, bien sûr, le service, je ne vais pas parler de biomécanique parce que c'est demain le collègue de Rennes en parlera, donc je resterai sur les aspects plutôt muscu et physio, bien que c'est complètement intégré avec la biomécanique, mais voilà, je n'en parlerai pas. Mais on essaiera de voir ensemble un petit peu les travaux qui ont essayé de comprendre quelles seraient les qualités qui seraient importantes pour que ce jeune ait le meilleur service possible ou les meilleures frappes possibles. Il faut garder en tête que finalement, le tennis, c'est pas figé, c'est pas une frappe. Il y a
un échange qui va se dérouler avec plusieurs frappes, une succession de plusieurs frappes. Et donc, on essaiera de comprendre qu'est-ce qui se passe au cours d'un échange. Donc, tout ce qui est analyse de tâches, bien sûr, on en reparlera demain. Et vous savez que voilà, un échange peut durer entre 6 et 8 secondes, tout dépend de la surface et le niveau de jeu, avec des variations d'un point à l'autre. Mais sur ces 8 secondes-là, ou ces 6 secondes-là, ben, vous avez plusieurs frappes que vous devez réaliser avec des déplacements qui vont se faire ou vers l'avant ou vers le côté. Et donc tout ça, au-delà de la frappe isolée, ça va nécessiter certaines qualités physiques et physiologiques. On essaiera de comprendre lesquelles, et notamment chez le jeune, est-ce que ça a été étudié dans la littérature. Et au final, on essaiera de voir ensemble voilà, quelles seraient les qualités physiques et physiologiques qui nous permettent de maintenir un match, c'est-à-dire d'être capable d'avoir une succession de plusieurs échanges et être le plus performant au cours de ce match. Donc voilà un petit peu la logique dans laquelle je me suis inscrit avec vous aujourd'hui. Et bien sûr, je vais vous présenter voilà, des articles scientifiques qui sont sortis en vous expliquant à chaque fois ce qu'ils ont fait. Je ne dis pas que c'est parfait, parce que je crois que tous les travaux qui ont été publiés, il y a des très bonnes choses et des choses qui pourraient être encore améliorées. Et je crois que c'est justement ouvert à débat. Donc on va pouvoir en discuter un petit peu plus tard après. Alors, on va commencer par d'abord le service. C'est-à-dire que si je fais un focus sur ce qui se passe pendant le service, ou en tout cas, quelles seraient les qualités chez ces 12-14 ans, qualités physiques importantes pour avoir le meilleur service possible, on va en discuter. Alors, je vais vous présenter un premier travail qui avait été fait par des collègues, espagnols et au Qatar. Et ils avaient recruté un certain nombre de jeunes, quand même. Ils avaient recruté 900 garçons et filles, âgés à peu près de 11-16 ans. Et en fait, ils avaient tout simplement réalisé une série de tests d'évaluation qu'ils avaient fait faire à ces enfants. Et ils avaient essayé de comprendre, lorsqu'ils comparaient ces jeunes-là par niveau de performance, c'est-à-dire en fonction de leur classement au niveau international, est-ce qu'il y avait des tests qui étaient discriminants des deux populations. Donc la logique, elle est à peu près intéressante, enfin même elle est très intéressante, c'est on recrute un grand nombre d'enfants de la catégorie d'âge qui nous intéresse, on leur fait faire une batterie de tests qui nous semble être importante pour le tennis, on compare entre eux les différents niveaux de performance en fonction de leur classement, et on essaie de voir ce qui différencie ces jeunes ou pas. Alors, là, je vous présente un tableau qui, comme ça, de but en blanc, est complètement illisible, mais le but, c'est pas de regarder en détail chacun des chiffres, je vais vous expliquer un petit peu. Ce qu'ils ont fait, ces collègues-là, ce qu'ils ont fait avec ces jeunes. Premièrement, ils ont tout simplement mesuré les mesures anthropométriques qui étaient effectivement la taille et le poids. Ils avaient fait des mesures de la force du poignet du côté dominant. Ils avaient fait aussi des mesures de ce qu'on appelle le CMJ, donc c'est le contre-mouvement de jump. Vous savez, c'est des tests de détente verticale. Bon, après, je n'ai pas détaillé les deux tests d'après. 10 mètres sprint ou 20 mètres sprint, vous avez compris ce que c'était. Ce qu'ils appellent après le TSS forehand et backhand, c'est tout simplement des sprints en mimant un coup droit ou un revers. Ils ont fait faire aussi ce que j'ai encadré en jaune, on va dire des lancers de medicine ball, soit par-dessus la tête ou sur le côté coup droit ou le côté revers. Ils ont fait des mesures aussi de vitesse de balle au service. Alors, désolé pour la publicité, mais bon, j'avais pris ça du site de Roland Garros. Et ils avaient terminé par un test, dans ce qu'on appelle un test d'endurance spécifique, que je vous expliquerai un petit peu plus tard, qui est assez connu, qui s'appelle le Hit and Turn Test, level. Bon, c'est un test un test un peu incrémenté qui permettrait de mesurer l'endurance spécifique au tennis. Donc, on va en parler un petit peu de tout ça. Donc, voilà un petit peu les tests qui ont été réalisés par ces chercheurs. Et ils ont tout simplement comparé. Vous voyez, vous avez des données sur les U12, les U14 et les U16, chez les garçons et chez les filles. Et après ça, ils ont tout simplement comparé par niveau de performance. Alors, voilà un petit peu tous les tableaux qui sont sortis de leur publication. Alors, à la fin de cette présentation, si vous avez besoin que je vous envoie ces documents, parce qu'ils peuvent servir de normes et de référence, il n'y a aucun problème, je vous les enverrai. Là, ce qui est intéressant de ressortir, regardez, si on regarde un peu plus précisément, on est au service dans cette diapositive.
on se rend compte que pour chacune des populations, c'est-à-dire que pour les garçons et pour les petites filles, quand on compare le niveau national et qu'on le compare au niveau régional, que ce soit les U12 ou les U14, on se rend compte que la vitesse de frappe au service est plus importante chez les joueurs de niveau national par rapport au niveau régional. C'est à peu près ce qu'on devait attendre, mais ça a été confirmé. Et parmi l'ensemble des différentes qualités qu'ils ont mesurées et qui pourraient expliquer que cette vitesse de frappe est plus importante, ils ont noté que c'était potentiellement la force du poignet du côté dominant, forcément, où on tient la raquette, qui est plus important chez les joueurs de niveau national en U12 et en U14, mais aussi les qualités que l'on mesure à travers des jetés de medicine ball, c'est-à-dire ou par-dessus la tête ou en mimant tout simplement le revers et le coup droit. Et par là, ils expliquaient que finalement, on pouvait avoir un premier dessin, c'est que si le service qui est vraiment discriminant de la performance à ce niveau-là et à cet âge-là, si cette vitesse de service était discriminante, semblerait-il, certaines des qualités qui sont derrière sont la force du poignet et effectivement tout ce qui va être puissance et force des membres supérieurs. Donc voilà un petit peu ce que ces chercheurs ont dit, et c'est ce que j'ai réécrit par rapport à cette diapositive. Ce que disait Ulbrich, et vous connaissez certainement ceux qui ont fait ces publications sont assez connus, ils nous ont expliqué que les résultats de cette étude ont montré que la vitesse au service et la puissance du haut du corps étaient les prédicteurs les plus corrélés de la performance au tennis, donc quand on prend le classement, à la fois chez les filles et les petits garçons. Donc voilà peut-être un premier élément de réflexion, et on va en discuter un petit peu plus tard. Dans la continuité de ce travail-là, il y a une étude allemande qui a été publiée par, et notamment deux des chercheurs qui ont publié dans l'étude d'avant. Ils sont allés un petit peu, pas plus loin, ils ont fait un petit peu différemment. Et là, ils ont recruté à peu près 1000 jeunes joueurs de tennis, hein, donc, avec différentes catégories d'âge, des U12, des U14, des U16 et U18. Alors nous, ce qui va nous intéresser surtout aujourd'hui, c'est les U12 et les U14. Et ils ont fait à peu près le même type de projet, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait une batterie de tests quasiment identique à ce qu'on a vu tout à l'heure. Ils ont juste rajouté des tests de développé couché, des tests de réactivité au sol, avec peut-être de l'envergure de bras, des choses comme ça. Et tout simplement, ils se sont rendus compte que pour le service, on continue là-dedans, au-delà des éléments que je vous avais présentés tout à l'heure, ils ont expliqué que dans les caractéristiques anthropométriques, l'envergure du bras était corrélée à la vitesse au service. Donc si mon service et si ma performance en termes de vitesse me permet d'être à plus haut niveau, je sais que dans mes caractéristiques, une de mes caractéristiques anthropométriques qui me permet d'avoir une plus grande vitesse au service, ça va être mon envergure de bras. Et dans cette étude-là, ils retrouvent aussi les qualités précédemment citées, c'est-à-dire la qualité de puissance du haut du corps par des mesures de terrain, par des jetés de symbole. On retrouve encore la force du poignet du côté dominant. Chose intéressante, regardez ici, je l'ai mis en rouge, la taille ressortait. C'est-à-dire la taille de l'athlète et du jeune, plus les athlètes étaient balle était importante. Donc c'est ce que je vous ai écrit ici, hein. Vous le retrouverez de toute façon après le colloque ou en tout cas à la vidéo. Ce que nous disent ces collègues-là, c'est que parmi toutes les caractéristiques anthropométriques et physiques analysées, donc le jeté de medicine ball, la force de préhension, l'envergure du bras, la taille du corps et la masse corporelle étaient particulièrement à la vitesse au service. Donc c'est déjà un premier élément de réflexion. Il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir jouer, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas jouer. Et peut-être qu'en termes de préparation physique ou d'accompagnement du jeune lors de son entraînement, ces éléments-là peuvent être intéressants. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'occulte en aucun cas les aspects techniques du service et des coûts qu'on présentera tout à l'heure. Je trouve très bien ce qu'ont dit ces auteurs-là, c'est que les résultats dont je vous parle, les différentes qualités dont je vous parle, expliquent uniquement 41 à 66% de la variance de service pour les hommes et uniquement 19 à 45% pour les filles. Ça veut dire que le reste qui expliquerait la performance au service, c'est la technique. Donc vous voyez bien que la part physique dans le service, elle est quand même de 40 à 60% pour les garçons,
et de 20 à 45% pour les filles. Pourquoi il y a une différence entre les hommes et les filles? Tout simplement, les qualités neuromusculaires, en tout cas la force du poignet et du haut du corps chez les petits garçons sont plus importantes que chez les petites filles. C'est pour ça que tout simplement, il y aura un impact plus important de ces qualités sur la vitesse au service. Alors que chez les petites filles, potentiellement, la technique aura un impact beaucoup plus important. Alors vous allez me dire, c'est très bien, mais est-ce que c'est réellement valide de faire des tests de terrain et de les corréler à des vitesses au service et de comparer au classement? Moi, je trouve déjà c'est assez encourageant, parce qu'en tant que préparateur physique, n'ayant pas tout le temps accès à du laboratoire, je pense que c'est important d'avoir ces éléments-là et de se dire, sur le terrain, je peux faire tel et tel type de test discriminant. Néanmoins, si on va plus loin, il y a des collègues de Floride, aux États-Unis, qui ont voulu aller un petit peu plus loin dans cette démarche-là et qui ont fait faire à ces jeunes différents types de tests, et notamment des tests de force et de ce qu'on appelle de force isocinétique. Donc là, vous voyez effectivement tout simplement, c'est des machines qui vous permettent de mesurer la force, soit de vos membres inférieurs ou supérieurs, à différentes vitesses que la machine vous donne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont voulu voir, est-ce que les qualités neuromusculaires de ces jeunes-là, alors c'est pareil, là ce sont des 12-14 ans qui ont été testés, et après il y a eu des adultes aussi de tester, est-ce que ces qualités-là mesurées chez ces enfants me permettraient de comprendre ce qui se passe au service? Là, c'est un tableau de résultats qui est tout simplement que je vous présente et que j'ai encadré en rouge. Ce que j'ai encadré en rouge, c'est tout simplement, regardez, la vitesse de balle au service. Ce qui permet et qui contribue à la vitesse de balle au service, ça va vous rassurer, je retrouve les éléments en partie qu'on a retrouvés juste avant. Alors, on retrouve la taille de l'athlète. Bon, le VE max, je vous expliquerai ce que c'est plus tard. Même les sujets, les auteurs ont du mal à interpréter, on en parlera plus tard. Mais la taille corrèle avec la vitesse au service. On retrouve aussi des pics de force au niveau de la rotation interne et externe de l'épaule. On aurait pu mesurer sur le terrain avec du jeu de médecine ball. Et également, chose qu'on n'avait pas vue avant, tout ce qui va être pic de force au niveau de l'extension et de la flexion des membres inférieurs. Donc, élément qui n'était pas vu avant. Donc voilà, on commence à avoir à peu près un dessin des qualités qui pourraient, neuromusculaires, qui pourraient être importantes par rapport au cerveau. Là, qu'est-ce qui pourrait se passer, non pendant le service, mais pendant une frappe, c'est-à-dire coup droit ou revers? On retrouve la publication que je vous ai donnée, et effectivement, vous m'entendez? Moi, je pense que oui. On a effectivement des tests qui ont été réalisés donc avec ces mêmes machines isocinétiques, mais on a regardé maintenant la vitesse de balle qui était réalisée au cours d'un échange, pendant une frappe. Et donc, on se rend compte tout simplement que vous allez avoir tout ce qui va être placement de la balle à travers le court vont être directement corrélés avec, pareil, la puissance des membres inférieurs et également la puissance de l'épaule. Donc, on se rend compte que de toute façon, si je dois avoir des qualités à développer chez mon jeune garçon ou ma jeune fille qui est dans une logique de performance dans le tennis, probablement que ces qualités-là sont importantes pour lui et que je dois l'accompagner probablement avec un programme d'entraînement adapté. Si on va un petit peu plus loin, un travail qui a été publié aussi par d'autres collègues du même groupe, mais dans une autre publication, ils ont bien montré, regardez ici, qu'au cours d'un échange, la vitesse de balle, que ça soit sur le coup droit ou sur le revers, donc là ici vous avez la vitesse de balle avec ici les qualités de force de l'épaule, et on se rend bien compte qu'à chaque fois, ce qui explique que je suis capable d'avoir et d'engager une inertie par rapport à la balle, c'est mes qualités de puissance au niveau de mon épaule et de mes membres supérieurs et inférieurs. Donc là, on retrouve bien effectivement ce que je vous avais dit juste avant, et on voit un petit peu finalement le type de qualité neuromusculaire que l'on pourrait développer. Attention, encore une fois, je reviens à ce que je vous avais dit tout à l'heure, il y a une corrélation
de nos qualités neuromusculaires du membre supérieur et de l'épaule de balle, mais il n'y a aucune corrélation avec la précision des frappes. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment garder en tête que ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est vraiment plutôt de l'entraînement musculo-squelettique et énergétique, et je ne parle pas du technico-tactique. Mais là, vous voyez quand même qu'il y a certaines limites à ce qu'on dit. Le technico-tactique va probablement avoir son impact important. Derrière tout ça, il y a eu une équipe française qui était installée au Qatar et en Suisse, donc Olivier Girard et Millet, donc Olivier Girard qui est maintenant en Australie. Eux, ils ont voulu aller un tout petit peu. Ils ont recruté finalement des joueurs, uniquement 12 joueurs. Vous voyez la limite par rapport aux études d'avant où il y avait plus de sujets. Ils ont recruté des 12 joueurs de tennis, mais uniquement masculins, mais qui étaient à l'ITF avec au classement mondial. Et ce qu'ils ont fait faire à ces jeunes joueurs, c'est qu'ils leur ont fait faire des vitesses de sprint, 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres, les différents sauts que je vous ai identifiés ici, donc le squat jump, le contre-mouvement et le drop jump. Ils ont fait faire des mesures de préhension aussi avec le poignet et de flexion plantaire. Et ils se sont rendus compte que lorsqu'ils voulaient faire leur corrélation entre tous ces tests et le classement des joueurs, ce qui est une limite en soi, parce que ce qui est important, c'est de voir aussi en termes de performance au cours du match, mais ce n'est pas tout le temps facile de faire d'un point de vue scientifique. Eux, ils ont regardé un peu comme les études d'avant, en tout cas certaines études d'avant, par rapport au classement. Et ils se sont rendus compte, et donc là c'est à nous d'interpréter les choses comme on veut bien les interpréter, c'est que la puissance verticale, que ce soit pour le squat jump, le contre-mouvement et le drop jump, la force maximale du côté dominant, donc, et tout ce qui était fléchisseur plantaire au niveau du membre inférieur, était significativement corrélé aux performances de tennis. Donc vous voyez un petit peu le dessin, ou en tout cas les différentes qualités qui pourraient ressortir de ces différents papiers scientifiques qui sont sortis chez le jeune joueur de tennis. Alors, si maintenant on va plus loin, c'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai regardé de manière isolée ce qui se passait au cours d'un service ou d'un revers ou d'un coup droit, la grande question qu'on peut se poser aussi, c'est, bon maintenant, je dois répéter cette action plusieurs fois au cours d'un échange. Si vous prenez un petit peu, on en reparlera demain, mais si vous prenez tous les travaux scientifiques qui ont été publiés sur l'analyse de tâches, en général, sur un échange qui va durer aller en moyenne 8-10 secondes, vous allez avoir 3 à 4 frappes de réaliser et vous avez une seconde et demie, pas plus, de temps de repos pour refrapper une deuxième fois. Donc là, vous voyez, on va frapper 3-4 fois, 5 fois, 6 fois, tout dépend de la longueur de l'échange. Il va falloir que je me déplace pour aller me placer comme il faut sur le terrain et par rapport à la balle. Ça nécessite, au-delà de juste taper dans la balle, ça va nécessiter des qualités un petit peu différentes. Et donc, voilà, qu'est-ce qui se passe au cours d'un échange, ou en tout cas, quelles seraient les qualités physiques ou physiologiques qui pourraient expliquer que je suis performant sur mon échange et non pas maintenant sur une frappe. Alors, si je zoome un petit peu et que je reprends l'application que je vous ai présentée tout à l'heure, rappelez-vous, là, ces collègues qui ont publié, qui ont fait une certaine batterie de tests chez nos jeunes, et il y en a surtout un qui ressort et que je ne vous ai pas présenté la dernière fois, c'était que quand on compare, donc sur cette population, il y avait 900 jeunes qui avaient été testés, que ce soit pour les U12 ou pour les U14, quand je compare les résultats au test entre les nationaux et les régionaux, je me rendais compte que la performance physique réalisée au cours de ce test-là, qui s'appelle le Hit and Turn Test, était différente. Donc c'est ce qu'ils avaient expliqué, c'est que les joueurs nationaux sélectionnés ont montré de meilleurs niveaux de performance que leurs homologues régionaux, principalement dans les caractéristiques physiques les plus prédictives et notamment ce qu'ils appellent l'endurance spécifique. Alors, ce test-là, si vous le connaissez, c'est un test qu'on utilise en faisant 10 secondes. On va faire du travail entrecoupé avec des périodes de récupération, et plus ça va aller, plus on va augmenter la vitesse à laquelle vous avez une machine qui vous envoie des balles, et vous devez envoyer la balle à droite ou à gauche dans des zones bien précises. Alors, c'est un test qu'on pourrait aussi utiliser pour se donner des informations sur les qualités physiques au cours du match, mais il y en a certains collègues de certaines fédérations européennes ou en tout cas internationales, l'utilisent aussi pour voir les qualités qui pourraient être impliquées au cours de l'échange. Et je vais être franc avec vous, quand on parle de ce qui se passe au cours vraiment d'un échange
au tennis, c'est pas j'ai vu ce qui se passait au cours d'une frappe, mais comme je vais devoir frapper plusieurs fois au sein de mon échange, c'est ce que j'ai écrit en gras, hein, qui vient de ma réflexion personnelle, on en parlera plus tard si vous voulez, c'est la capacité à reproduire plusieurs frappes au sein d'un échange sans perte de force et d'accélération. Vous savez très bien que ce qui va être échange, à partir du moment où à la troisième ou quatrième frappe ou cinquième frappe de votre échange, vous avez une fatigue qui s'est installée. C'est classique. Si cette fatigue s'est installée de manière trop importante, la qualité neuromusculaire que vous allez engager pour frapper, donc c'est-à-dire la qualité de force et d'accélération que vous voulez mettre dans la balle, vont être amoindries et ça va se répercuter sur deux éléments, c'est des profondeurs de balle. À partir du moment où votre balle arrive moins vite et moins profond, vous laissez potentiellement la place à l'adversaire de vous déborder. Donc vous voyez un petit peu, ce qui est important, c'est voilà, quelles seraient ces qualités-là qu'on doit développer pour que mon jeune joueur de tennis, puisque là on voit bien que c'est discriminant entre le haut niveau et le niveau régional, je dois développer ces qualités-là, c'est-à-dire au sein d'un échange même, possible de qualité neuromusculaire. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Et quand on parle de déplacement, c'est-à-dire je dois, au-delà de frapper plusieurs fois sur un échange, je dois aussi accompagner ça par des déplacements latéraux vers l'avant. Je suis plus ou moins d'accord, on en parlera plus tard, mais ce que disaient ces collègues-là, Millet et Girard, c'est que la vitesse au sprint du 5, 10 et 20 mètres était corrélée à ces déplacements et à la performance au tennis. C'est ce qui pouvait expliquer que dans nos déplacements latéraux vers l'avant, ces qualités-là implicites au sprint, même si on ne les utilise pas à 100%, parce que c'est rare que quand on se déplace à droite ou à gauche ou vers l'avant, on soit à 100% de notre vitesse de sprint, mais néanmoins, si vous avez une très grande qualité de sprint, ces qualités-là physiques, elles vont pouvoir vous aider de toute façon à vous déplacer avec une plus grande économie. Si maintenant je vais un petit peu plus loin, puis je fais exprès, j'espère vraiment qu'on va avoir des échanges après par rapport à tout ça. Maintenant, si on regarde ce qui se passe au cours d'un match, c'est-à-dire que vous savez, si vous reprenez un peu ce que j'ai publié à Roland Garros sur les analyses de tâches par le passé, on sait très bien que sur le Grand Chelem, vous allez avoir, en tout cas chez les garçons, on est à peu près en moyenne seconde d'échange avec 20 secondes de récupération, et cet effort-là, on le reproduit à peu près 190 fois. C'est-à-dire que ces joueurs-là vont répéter 190 échanges au cours du match, et il faut être capable de tenir un petit peu le long terme. Donc, si je reprends un petit peu la démarche, c'est-à-dire je dois avoir les plus grandes qualités neuromusculaires et énergétiques pour faire mon service ou mon coup droit ou mon revers. Je dois faire en sorte que ces qualités-là, au cours de mon échange, soient le moins dégradées possible avec des qualités, on en reparlera tout à l'heure, potentiellement en aérobie, on va en parler tout à l'heure. Et là, je suis aussi dans cette logique, c'est qu'à chaque fois que je termine mon point, j'ai 20 secondes de récup ou une minute ou un peu plus à chaque changement de côté, mais je dois faire en sorte qu'à chaque même qualité neuromusculaire avec la même intensité. Et donc faire en sorte que ma fatigue soit la plus courte possible. Si je regarde un petit peu plus en détail ce qui se passe au cours d'un échange, vous avez ces collègues-là que je vous ai cités tout à l'heure, les Espagnols et les Allemands, ont fait une publication sur le test dont je vous ai parlé tout à l'heure, comparer les réponses à ce test-là en fonction du niveau de condition physique des joueurs. Et ils avaient une petite idée derrière la tête, c'était de regarder est-ce que les qualités cardio-respiratoires étaient discriminantes d'un niveau à l'autre, et est-ce que finalement, ces qualités cardio-respiratoires me permettaient d'être plus performant sur le... Là, vous avez tout simplement, c'est le score d'efficacité technique au cours de ce test-là. Alors là, vous voyez tout simplement, les gens sont à 70% de réussite, c'est-à-dire qu'ils doivent mettre les balles dans les zones du terrain, et puis plus le test avance, et plus la fatigue s'installe, et on arrive à la fin avec des performances techniques beaucoup plus altérées en fin de test. Donc ça, c'est classique, hein. Imaginez que je vous mette sur le terrain, avec ce système-là, je vous envoie des balles de plus en plus rapidement, et plus le temps passe, et plus la vitesse augmente, et plus vous allez être perturbé avec des performances qui vont être atteintes. Et ils ont voulu corréler
là, avec des mesures type cardio-respiratoire. Et est-ce que finalement, notamment on va en parler, hein, ce fameux VO2 max, hein, cette consommation maximale d'oxygène, est-ce que, ou le niveau de performance, est-ce que ça corrèle à cette dégradation des performances au cours de ce test-là? Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il donne comme résultat, c'est que la corrélation entre le test atteint en fin de... donc, quel est les différents paliers que vous avez atteints, le VO2 max qui avait été mesuré sur un test d'effort réalisé au préalable, différentes mesures de seuil ventilatoire et votre pourcentage de réussite à ce test-là en termes de bonne frappe réussie. Et le tout avait été corrélé à votre niveau de compétition. Et ce qu'ont trouvé ces auteurs-là, finalement, c'est ce qui corrélait le plus avec le niveau technique et la réussite des coups était, je vous le mets en mille, l'étude a montré l'utilité d'un test de terrain comprenant des éléments physiologiques et de performance chez des joueurs de tennis de haut niveau, et que, a priori, les valeurs de seuil ventilatoire numéro 2, bon, je passe, ou de VO2 max, combinées à l'efficacité technique, étaient de bons prédicteurs de la performance au tennis. Donc vous voyez, je suis parti de la frappe qui, à mon avis, engage, on en reparlera tout à l'heure, des qualités purement neuromusculaires énergétiques type anaérobie. Et plus on s'avance vers la longueur du match, et plus on aura besoin potentiellement tel que VO2. Alors, si on continue, ces collègues-là, enfin, ce ne sont pas les mêmes, mais ce travail-là qui avait été fait par les Espagnols, ils se sont rendus compte aussi, ils ont voulu vérifier, est-ce que si je compare ce test-là, mais que je compare maintenant un niveau international avec un niveau national. Et vous voyez le graphique que tout à l'heure, plus vous évoluez au cours de ce test-là, plus vos performances techniques et de précision de la balle sont altérées, mais on se rend compte, regardez ici, que le niveau national, donc international en pointillé et national en tiré plein, le groupe de niveau international sont ceux qui, normalement, c'est à peu près logique, ont de meilleures performances au cours tout simplement de ce test-là, mais elles perdurent dans le temps et elles sont beaucoup moins altérées que le groupe de niveau national. Et ce que disent ces auteurs-là, c'est que ce test d'endurance spécifique, là, il est capable de faire la distinction entre les joueurs de tennis nationaux. Finalement, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que au cours d'un échange, et vous le verrez sur la fiche pratique, c'est que potentiellement, ce qu'on peut voir, c'est que au cours d'un échange potentiellement, ou en tout cas au cours d'un point, vous avez potentiellement, d'un point de vue énergétique, les qualités qui vont être d'origine ATP, PCR, des groupes des phosphagènes qui vont être utilisés, et plus l'échange va durer, plus les qualités anaérobie vont être impliquées. Et ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que les athlètes, pour qu'ils puissent bien récupérer d'un échange à l'autre, c'est ça où la consommation maximale d'oxygène, en tout cas cette fameuse VO2 max, va être impliquée au tennis, c'est non pas, c'est pas de la même manière qu'un athlète d'endurance qui va courir pendant 2 heures faire un marathon, c'est que si vous voulez avoir des qualités neuromusculaires et énergétiques à court terme les plus efficaces tout au long de votre match, pour que vous puissiez les avoir, c'est que en fait, vous devez les récupérer à chaque fin d'échange, et la qualité métabolique qui vous permet de resynthétiser tout ça durant les périodes post-échange, c'est votre VO2 max. Donc, plus votre VO2 max sera important, et plus vous allez être capable, entre chaque point, resynthétiser certaines molécules qui vont vous permettre d'être performant au niveau neuromusculaire. Et je termine sur un seul élément par rapport aux discussions qu'on a vues tout à l'heure, c'est qu'effectivement, euh, il y avait effectivement une discussion par rapport à tout à l'heure avec M. Pichon et Vincent Guillard, et je crois que de toute façon, on est complètement d'accord sur, sur l'importance des qualités physiques et neuromusculaires. Voilà, je vous le présente à l'écran et je termine là-dessus. Je suis complètement d'accord avec Vincent lorsqu'il dit qu'il ne faut pas tomber dans l'hyperspécialisation, mais je crois sincèrement qu'il faut encourager de toute façon ces athlètes-là à être dans une logique de préparation physique et neuromusculaire. Et j'aime pas le terme musculation parce qu'on pourrait croire qu'on veut faire de l'hypertrophie et être, je pense plutôt aux entraînements de type neuromusculaire. Et je crois que ce graphique-là vous explique très bien les choses. Et Aurélien vous a parlé de Feigenbaum,
qui est encore a été présent dans ce type de choses-là. Il vous montre très bien que les qualités neuromusculaires, vos performances neuromusculaires à l'âge adulte seront d'autant plus importantes que vous aurez commencé votre entraînement technico-tactique avec un entraînement type neuromusculaire à l'enfance, durant l'enfance. Et vous avez un très beau papier qui vous explique qu'est-ce qu'on peut faire en fonction de l'âge comme entraînement type neuromusculaire. Et Aurélien l'a très bien dit tout à l'heure, c'est à partir d'une certaine fenêtre où on va commencer à augmenter les charges d'entraînement, mais quand on parle d'un enfant de 6-8 ans, 10 ans ou moins, on va être sur de l'entraînement d'agilité, de coordination, des choses comme ça. Gardez en tête, je termine là-dessus et je passe, de toute façon vous aurez le document, ça n'arrête pas, l'entraînement de musculation bien mené n'arrête pas la croissance. Le travail de type intermittent pour développer VO2 max pourrait être une bonne chose et surtout, importante, c'est que ça vous permet de garder le sourire à l'entraînement. Ce sont des méthodes d'entraînement qui sont relativement importantes et assez attrayantes pour les jeunes joueurs. Donc je termine. Important des tests de conditions physiques dans la programmation de l'entraînement, voire même dans la détection des talents. Des travaux ont montré que les interventions physiques vous permettent d'augmenter vos qualités neuromusculaires et que ça vous permet probablement d'être à meilleur niveau. Attention, il faut faire attention à ce que l'on fait. Moi, je rejoins totalement ce qu'a dit Vincent tout à l'heure. Gardez en tête que la condition physique n'est qu'un facteur qui mène au succès. Et si vous intégrez de la préparation physique avec vos jeunes, attention au contrôle de la charge d'entraînement, à ne pas surcharger le volume d'entraînement. Je vous remercie de votre attention, et désolé pour la petite pause.